Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Hier, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé à la nation pour la première fois depuis la fin de la tentative de coup d'État du groupe Wagner. Dans le même temps, les pays européens et l'OTAN ont commenté la situation. Écoutons. Lundi, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé au Forum international de la jeunesse dans une ville située au sud de Moscou. Il est symbolique que le forum se tienne sur le sol de Toula, qui a toujours été célèbre pour ses artisans. Poutine n'a pas mentionné le récent soulèvement. Son discours faisait suite à la mutinerie avortée de combattants mercenaires lourdement armés, connus sous le nom de groupe Wagner. Le groupe se dirigeait vers Moscou depuis le sud au cours du week-end. Il s'est arrêté après qu'un accord a été conclu entre le groupe et le Kremlin. Moscou a déclaré que le groupe retournerait à sa base, tandis que son chef se rendrait au Bélarus. Selon le Kremlin, toutes les charges criminelles contre lui et ses combattants seraient abandonnées. Lundi, l'OTAN a commenté la tentative de coup d'État. C'est une nouvelle démonstration de la grande erreur stratégique commise par le président Poutine. L'OTAN a également commenté l'annonce de Moscou de déployer des armes nucléaires en Biélorussie. C'est imprudent et irresponsable. Nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à utiliser des armes nucléaires, mais l'OTAN reste vigilante. Rishi Sunak a déclaré que le Royaume-Uni était en contact avec les États-Unis, l'Allemagne et la France. Il est évidemment trop tôt pour prédire avec certitude ce qui pourrait se produire à la suite de cette affaire. Mais je suis en contact étroit avec nos alliés et nous suivons la situation de près. Lundi également, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis au Luxembourg pour discuter d'un soutien accru à l'Ukraine. L'Allemagne a déclaré que ce qui se passe en Russie n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'une lutte de pouvoir interne en Russie et que nous ne nous en mêlons pas. Il a ensuite commenté le statut de Poutine et le système qu'il a créé, mettant en doute sa stabilité. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a commenté l'histoire du groupe Wagner. Ces dernières années, Wagner a été une force déstabilisatrice importante dans un certain nombre de pays africains. Et cela devrait tous nous préoccuper. Catherine Colonna a exprimé une opinion similaire. Je crois qu'il faut rester prudent. Il y a beaucoup de zones d'ombre et l'on n'a sans doute pas vu toutes les conséquences de ces événements se dérouler jusqu'au bout. Elle a ajouté que la France continuera à soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse exercer son droit à l'autodéfense. L'avenir du chef du groupe Wagner est désormais incertain. Mais voyons comment il en est arrivé là et le chemin parcouru par Evgeny Prigojine pour passer du statut de détenu à celui de patron d'un groupe de mercenaires. Cet homme de 62 ans est connu depuis des décennies comme le cuisinier de Poutine. Il a en effet rempli des contrats de restauration pour le Kremlin. Après avoir purgé une longue peine de prison dans les années 80, Prigojine s'est réinstallé en Russie en vendant d'abord des hot-dogs dans sa ville natale. Il a ensuite pris une participation dans une chaîne de supermarchés avant d'ouvrir son propre restaurant et sa propre société de restauration. Il n'a pas tardé à accueillir des personnalités de la ville, dont Vladimir Poutine, alors vice-maire. Prigojine a admis en septembre 2022 qu'il avait fondé le groupe Wagner en 2014. Outre l'Ukraine, le groupe Wagner a combattu en Libye, en Syrie, en République centrafricaine et au Mali, entre autres pays. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions à Prigojine pour son rôle dans le groupe Wagner. Il l'accuse également de financer une ferme de trolls sur Internet qui, selon Washington, aurait tenté d'influencer les élections américaines. Et vendredi dernier, en Suisse, le Grand Conseil du canton de Genève a émis le souhait d'introduire dans la Constitution genevoise l'interdiction dans les espaces publics des symboles dits de haine, faisant notamment référence aux symboles nazis. Si cette modification constitutionnelle est entérinée par le vote populaire, une loi réglera les exceptions et prévoira des sanctions. Mais à l'heure où une humanité marquée par l'Holocauste souhaite faire table rase du passé, le symbole du swastika, qui a été usurpé par Hitler, n'a pourtant pas perdu sa signification originelle. Une analyse signée Laetitia Rodriguez pour NTD. L'utilisation de symboles nazis en public pourrait bientôt être interdite dans le canton de Genève. Le Grand Conseil a plébiscité vendredi une loi constitutionnelle que le peuple devra évaluer prochainement. Si elle est acceptée, le gouvernement proposera par la suite une loi d'application qui comportera un volet préventif ainsi qu'un autre répressif. La conseillère d'État Caroline Cast a souligné que l'idéologie nazie, qui est la négation de l'humanité, doit être combattue sur tous les fronts. Jusqu'alors, la législation fédérale interdisait l'incitation à la haine, mais non pas le port ou l'exhibition de symboles nazis.
Les symboles nazis sont les symboles qu'utilisait le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, un ancien parti politique allemand d'extrême droite, nationaliste et antisémite, rattaché à la famille politique du fascisme. Le symbole nazi le plus emblématique est la croix gammée, qui est une représentation d'extrogir du swastika et dont la mémoire est intrinsèquement liée à la sombre histoire de la Shoah. Beaucoup de gens ignorent cependant que le swastika est un symbole ancien et universel que notre société humaine connaît depuis 2500 ans. Selon certaines sources, la plus ancienne trace du swastika a été découverte entre moins 2500 et moins 3000 ans avant Jésus-Christ en Inde et au Moyen-Orient. À partir de moins 1000 avant Jésus-Christ, le symbole a traversé la Perse, l'Asie mineure pour arriver en Grèce, puis entrer en Italie et en Allemagne. En sanskrit, le terme svastika représente le bonheur et la chance. Les svastikas étaient largement utilisés dans la Grèce antique, ils étaient sculptés sur les temples ainsi que sur des objets sacrés. Des svastikas ornaient également des autels de la Rome antique, et le motif a même été retrouvé sur certains monuments construits lors des débuts du christianisme. On le retrouve évidemment dans les régions qui accordent de l'importance à la cultivation et à la pratique de l'école de Bouddha, telles que l'Inde antique, le Tibet, le Japon, la Corée du Sud, mais également dans les cultures d'Afrique et d'Amérique du Sud. La plupart des gens ne se souviennent plus du sens positif qu'avait le swastika dans le passé. Pourtant, quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale, il était un symbole de la bonne fortune dans notre monde occidental, comme le montre cette carte postale publiée aux États-Unis en 1907, ou encore ces panneaux qu'on pouvait apercevoir sur l'autoroute de l'État de l'Arizona au début du XXe siècle. Les anciens pensaient que le swastika était une représentation appropriée de notre Voie lactée, qui est une galaxie tourbillonnante avec 4 bras s'étendant de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est qu'en 1920 que le swastika a été usurpé par le tristement célèbre Adolf Hitler et qu'il deviendra l'emblème officiel du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. À l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, le 26 juin, des pratiquants européens de Falun Gong, venus de 10 pays, dont la France, l'Allemagne et la République tchèque, ont manifesté samedi à Strasbourg. Leur but était d'informer le monde sur la persécution brutale dont sont victimes les adeptes du Falun Gong en Chine en raison de leur croyance dans les principes de vérité, bonté et patience, et de demander qu'il soit mis fin à cette persécution. Samedi dernier, sur la place Kléber à Strasbourg, un spectacle folklorique chinois ravit les passants. Au programme, danse du tambour, de ceinture et du dragon. Comme vous le savez, en Chine, la danse du dragon est exécutée lors de célébrations et d'événements très importants. Et moi et mon équipe, nous considérons que des événements comme celui-ci, qui sont des événements visant à présenter le Falun Dafa au public et à sensibiliser à la persécution, sont des événements très importants. Hubert Korper, de la Société internationale pour les droits de l'homme, et Wu Wenxin, membre de la fondation Asia Vision, ont soutenu cette journée de sensibilisation. La liberté de croyance dans l'article 37 doit être lue comme la liberté individuelle. Tout cela n'existe pas en Chine. Même les droits civiques qui vont de soi pour nous occidentaux, comme la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de croyance, la liberté de la presse, sont foulés aux pieds. Alors beaucoup de gens sont au courant que les Ouïghours sont enfermés dans des camps de concentration. Mais malheureusement, beaucoup de gens en Occident ne savent pas que les pratiquants du Falun Gong sont persécutés, autant que d'autres groupes. L'après-midi, sous un soleil radieux, la procession s'est mise en marche, avec en tête de cortège les bannières du Falun Dafa, suivies d'une bannière des principes fondamentaux de cette discipline, à savoir la vérité, la bonté et la patience. Les écrits du Falun Gong sont disponibles dans 50 langues différentes. Certains passants, intrigués, se sont dit touchés par l'ambiance dégagée par le défilé. Je suis touchée, je suis émue. Et ça fait du bien, ça réveille les cœurs. Ça, c'est de l'émotion pour moi.
Ça, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est ça, le Falun Dafa, je ne sais pas. Mais je vais me documenter ce soir sur Internet pour voir pour voir ce que ça dit, tout ça. C'est très coloré, ça a l'air très professionnel et ça vous remonte le moral. Oui, ça rend joyeux. Les spectateurs ont aussi été choqués en découvrant les tortures inhumaines et le prélèvement forcé d'organes que le gouvernement chinois inflige aux pratiquants de Falun Gong. Je suis horrifiée. C'est tellement inhumain. Ça me rend triste. Tant que les atrocités perdureront, les pratiquants de Falun Gong les dénonceront pacifiquement. L'ancien président américain Donald Trump a critiqué l'industrie des véhicules électriques lors d'un discours prononcé dans le Michigan ce week-end. Il a averti que l'industrie automobile du Michigan était en péril. Poussés par ces réglementations ridicules, les voitures électriques tueront plus de la moitié des emplois dans l'automobile et décimeront les fournisseurs qui sont déjà fortement touchés par la crise. Trump s'est emporté contre les politiques environnementales de Biden, les qualifiant d'insensibles et de déloyales à l'égard des travailleurs. L'État du Michigan va être décimé, à un niveau que les gens ne peuvent même pas imaginer. Trump a déclaré que la Chine communiste, aujourd'hui leader dans la production de véhicules électriques, tire profit de cette promotion. Le gouverneur de votre État est en train de donner des centaines et des centaines et des centaines de millions de dollars de l'argent des contribuables du Michigan à des entreprises chinoises et à une entreprise en particulier appelée Gotion pour qu'elle construise des batteries dans le Michigan. Lors de l'élection de 2020, Biden a remporté le Michigan, renversant l'un des États que Trump avait remporté en 2016. Trump s'est dit confiant dans sa capacité à reconquérir l'État en 2024. Ils veulent m'enlever ma liberté parce que je ne les laisserai jamais vous enlever la vôtre. Cette grande majorité silencieuse se lève comme jamais auparavant. Donald Trump a reçu le prix de l'homme de la décennie, décerné par le Parti républicain du comté d'Oakland, qu'il avait également reçu en 2013. L'affluence a surpassé le record de la dernière visite de Trump. Je suis ici parce que je soutiens Trump et je pense qu'il est la meilleure personne pour faire ce qui doit être fait dans notre pays. Parmi les participants, la présidente du Parti républicain du Michigan, Christina Karamo, a souligné l'importance de l'élection à venir. Il sera important que chaque Américain s'implique et ne se contente pas de se présenter et de voter, mais qu'il scrute bien les informations qu'il recherche les candidats et qui soutient les candidats. C'est aussi une information très importante, car si des personnes malveillantes soutiennent quelqu'un, il serait préférable que vous puissiez les identifier. Dimanche, des incendies de forêt au Canada ont recouvert de fumée la ville de Montréal. Cela a conduit à l'annulation de plusieurs événements et la ville s'est vue attribuer le statut d'air le plus pollué au monde selon un indice de qualité de l'air. IQAir est un groupe suisse qui mesure les niveaux de qualité de l'air. Il a déclaré dimanche que Montréal avait l'air le plus pollué au monde. Le triathlon Ironman de Montréal a été annulé et les autorités locales ont annoncé que les installations sportives extérieures et les piscines seraient fermées. Le Canada est confronté à une recrudescence alarmante des incendies de forêt, le nombre d'incendies actifs ayant atteint le chiffre stupéfiant de 465 dans l'ensemble du pays. C'est ce qu'indique le Centre interagence des feux de forêt du Canada. Un nouveau ferry sans conducteur emmène les passagers et les habitants sur les voies navigables de Stockholm. Le ferry électrique est une avancée bienvenue pour une ville construite sur une série d'îles. Andrew Thomas de NTD en dit plus. Ce nouveau ferry autonome circule toutes les 15 minutes pendant environ 15 heures par jour. Ses créateurs espèrent transformer le transport urbain grâce à la technologie électrique. En fait, l'idée est que nous voulons plus de technologie verte dans l'industrie maritime. Et nous voyons aussi cet énorme potentiel dans les grandes villes où nous n'utilisons pas les voies navigables. Le navire utilise des panneaux solaires pendant la journée pour se recharger et fonctionne de manière autonome. Pour permettre un fonctionnement autonome, le ferry est équipé d'un radar et d'une technologie LIDAR. Nous utilisons ces technologies pour donner plein d'informations au capitaine, ce qui lui donne une paire d'yeux supplémentaires. Et nous utilisons ces informations dans nos algorithmes d'évitement des collisions et de planification de la trajectoire. Le professeur Carl Garm est un expert de la mobilité urbaine par voie maritime. Selon lui, les navires autonomes font l'objet d'idées fausses.
et la présence humaine reste un élément important pour la sécurité. Je pense que le problème avec l'autonomie est que nous évoquons souvent l'autonomie et l'absence de pilote dans la même phrase. Or, selon mon point de vue, l'autonomie est l'aspect technique. Bien que le ferry soit sans conducteur, un opérateur de sécurité est toujours à bord. Il surveille le système et prend le contrôle manuellement si nécessaire. Avec le temps, il sera possible de contrôler ou de surveiller le navire depuis la terre ferme, mais en raison de la réglementation, il y aura toujours une personne à bord jusqu'à ce que nous ayons mis en place des systèmes de sécurité permettant de faire descendre quelqu'un. Les tickets coûtent un peu moins de 3 €, avec des réductions pour les étudiants, les personnes âgées et les enfants. Les vélos et les animaux sont également autorisés à bord. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.